Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition. Voici les principaux titres. Le ministre de l'économie et des finances a rencontré une importante délégation ministérielle somalilandaise. Et en Tanzanie, un avion de ligne s'abîme dans le lac Victoria. Le bilan grimpe à 19 morts. Voilà pour les titres, bonjour à tous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, est arrivé donc en Égypte hier en début de soirée à Sharm el-Cheikh précisément, où il prendra part à l'invitation de son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sisi du 6 au 8 novembre, 2 jours durant, aux travaux du sommet des chefs d'État et de gouvernement sur la conférence internationale sur le climat, la COP27. La conférence internationale sur le climat a valeur de plateforme de dialogue et d'interaction des pays du monde sur une des principales problématiques, en l'occurrence la lutte contre les effets du réchauffement climatique à l'ordre du jour des sociétés contemporaines. Intervenant tous les ans, l'ambition principale de cette conférence est de disposer à la réalisation d'une solidarité efficiente des nations du monde face aux conséquences multiformes et hautement dommageables du réchauffement de la planète, et donc à faire valoir un principe de compensation et de justice financière au profit des communautés les plus vulnérables, notamment l'Afrique. Un signe marque d'une réunion cruciale aux attentes importantes, la 27e conférence des Nations Unies sur le climat réunit en sommet plus de 100 chefs d'État et de gouvernement issus du monde entier. Elle compte également la participation de délégations venues de près de 200 pays et constituée entre autres d'éminents savants, de scientifiques de renommée mondiale, d'importantes institutions financières, des collectifs d'opérateurs privés et de sociétés civiles. Sous l'égide de son premier magistrat, le président Ismaël Omar Guelleh, la République de Djibouti, qui participe donc aux travaux de cette conférence, est en phase avec l'ensemble des thématiques portées à son ordre du jour. Le niveau élevé de sensibilité de notre pays à la notion de changement climatique est à la mesure de sa politique visant à déduire entièrement à l'horizon 2025 l'ensemble de ses besoins énergétiques de sources renouvelables et propres. Elle est à la mesure aussi de son acquisition exclusive dans toute cette partie du monde d'un observatoire régional pour le climat et la recherche, inauguré le 23 octobre dernier à la faveur de la tenue d'une conférence internationale de Djibouti sur la recherche et l'environnement, qui servit indéniablement de matrice judicieuse d'inspiration aux travaux de la COP27 des Nations Unies à Sharm el-Cheikh en Égypte. Et justement, dans le dossier de cette édition, nous allons revenir donc sur l'importance de cette conférence. C'est un commentaire de Awa Abdi. Soumeya est une jeune Irlandaise d'origine somalienne, du haut de ses 16 ans. Elle est la plus jeune activiste du changement climatique. Conviée au sommet de la COP27 qui vient tout juste de débuter ici, à Sharm el-Cheikh, en Égypte, Soumeya n'avait que 11 ans lorsqu'elle a pris conscience de la situation. Depuis, elle milite pour la cause de notre planète en vue de mettre fin à sa dégradation. Faisant partie de la génération qui a le plus à perdre des changements climatiques, Soumeya est choisie par son pays pour porter la voix des jeunes activistes de l'environnement du Parlement irlandais. Aujourd'hui, Soumeya s'est vue attribuer le titre de jeune championne de la protection de la Terre. Elle ambitionne de faire de cette cause sa vocation et réveiller ainsi l'amour intrinsèque que toute l'humanité éprouve à l'égard de la terre nourricière. Je m'appelle Soumeya Ahmed Mohamed, j'ai 16 ans. Je suis ici pour représenter les jeunes activistes du changement climatique irlandais. Tout a commencé quand j'avais 11 ans. La prof nous avait demandé d'écrire un sujet sur le changement climatique et depuis je milite pour la cause de la planète. Je représente les jeunes dans le Parlement irlandais. Je suis ici au COP27 pour porter les voix de jeunes Irlandais afin de sensibiliser l'action planétaire pour la protection du monde. À travers des ateliers et des tables rondes au cours de ce sommet COP27, je vise d'exposer les conséquences et l'urgence d'une action commune en faveur de la planète pour protéger notre monde face aux répercussions du changement climatique. La 27e conférence de parties prenantes
à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, connu son acronyme COP27, se tient à Sharm el-Sheikh en Égypte du 6 au 8 novembre 2022. Cette conférence a réuni environ 100 chefs d'État et de gouvernement, dont notre président de la République, son Excellence M. Ismail Omar Guelleh, des dirigeants de plus de 5000 entreprises, des représentants de la société civile, des militants pour le climat ont également pris part à cette conférence pour négocier une réponse coordonnée permettant de limiter le réchauffement de la planète et de faire face aux défis sur le changement climatique. Je suis membre du programme African Green Universities and Youth Education Network. Ce programme s'intègre dans la vision de Son Altesse à intégrer l'éducation au changement climatique et pour que ça soit propagé et avoir plus de sens d'appartenance à cette cause globale. Et donc nous trouvons que ce changement climatique il nous touche tous, il touche notre santé vu que je suis étudiante en médecine, donc là je suis présente pour parler à l'importance de parler de ce sujet plus dans notre formation et de sensibiliser la population sur les risques que ça a à leur santé à travers les maladies vectorielles, la sécheresse, la pénurie d'eau, etc. Au cours de cette rencontre à Sharm el-Sheikh, plusieurs initiatives parmi lesquelles la transition énergétique du continent africain. Cette conférence sur le changement climatique COP27 cherche cette année la nécessité de se débarrasser de toutes les causes de pollution et réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi les combustibles fossiles et mettre en place un fonds d'aide pour les pays en voie de développement qui sont surtout touchés par les effets du changement climatique. Et c'est là afin de réduire la température de la planète de 1,5 degré dans les 5 prochaines années. Djibouti a pris des mesures concrètes qui constituent un modèle dans la région. En lançant le sommet international intitulé Changement climatique et recherche qui vient à un moment où le pays vise à déduire entièrement à l'horizon 2025 l'ensemble de ses besoins énergétiques et ressources renouvelables et propres. Le sommet était une occasion pour des spécialistes des questions du climat et de la biodiversité et plusieurs institutions de discuter sur les moyens les plus efficaces afin de faire face. Le président de la République, son Excellence M. Ismail Omar Guelleh, n'a pas manqué dans son discours de rappeler que la coopération régionale et la consolidation des connaissances techniques et scientifiques sont les seuls moyens efficaces en faveur de la protection de la planète et faire face ainsi au changement climatique. Nous poursuivons nos efforts à assister la population vulnérable en assurant leur sécurité alimentaire et sanitaire ainsi que leur bien-être. Nous avons d'ores et déjà pris nos responsabilités en matière d'atténuation des gaz à effet de serre en nous engageant dans notre vision 2035 pour une production d'énergie électrique basée entièrement sur le renouvelable. Pour confirmer cet engagement de réduire, la République de Djibouti a construit en partenariat avec l'Éthiopie une ligne d'interconnexion pour exploiter l'énergie hydraulique propre des barrages depuis 2011. À travers les nouvelles réformes du secteur de la production énergétique, Djibouti a entrepris des programmes fondés sur le partenariat public-privé. Ainsi, une nouvelle centrale éolienne de 60 MW installée au Koweït va être connectée au réseau électrique national avant la fin de l'année grâce au nouveau poste électrique de l'EDD construit au Koweït. Un objectif premier, un travail de longue haleine qui s'était couronné de succès avec l'ouverture à Djibouti d'un observatoire régional qui dispose aujourd'hui d'équipements à la pointe de la technologie en matière d'analyse et de traitement de données de modélisation du climat. D'abord, en visitant, j'ai bien vu que le matériel
sur place était vraiment de niveau international. Ça d'abord, c'est que ça prouve que le choix qui a été fait par les scientifiques, par le directeur, par le ministère, fait en sorte qu'ils ont acheté le meilleur matériel mondial. Ce qui donne une compétence absolument exceptionnelle à Djibouti pour tous leurs voisins. Parce que ça ne peut être que la valeur de référence. Et pourquoi c'est important? Parce que dans les organismes internationaux, que ce soit l'Union européenne, que ce soit les Nations unies, que ce soit le PNUD, etc., ils ont besoin pour décider et ventiler les moyens financiers d'observations qui soient crédibles et scientifiques. Et donc vous avez donc l'observatoire et le matériel qui peut immédiatement être transféré dans le monde entier par les câbles. Et ça, je pense que c'est quand même une plus-value exceptionnelle pour Djibouti. La COP27 s'est fixé 4 grands objectifs: l'atténuation, l'adaptation, le financement et la transition énergétique de l'Afrique. Elle a été également l'occasion d'exhorter tous les partis à renforcer une confiance mutuelle à travers laquelle les résultats auxquels le peuple aspire doivent être atteints en ce qui concerne aussi bien dans le domaine de la lutte contre la crise du changement climatique que celui de la prévention de ces catastrophes dévastatrices. Awa Abdi, RTD, Sharm el-Sheikh, en Égypte. Il est l'heure à présent de retrouver l'appel à la prière d'Al-Asr. Restez avec nous, la suite de notre journal, c'est dans quelques instants. C'est donc l'appel à la prière d'Al-Asr. Nous retrouvons la suite de notre journal. Parlons climat toujours. Les 8 dernières années sont en passe de devenir les plus chaudes jamais enregistrées en raison de l'augmentation des concentrations de gaz à effet de serre et de la chaleur accumulée, selon le rapport provisoire de l'Organisation météorologique mondiale sur l'état du climat mondial en 2022. Ce rapport est publié le premier jour de la 27e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, la COP27, qui se tient actuellement à Sharm el-Sheikh du 6 au 18 novembre. La hausse moyenne de la température mondiale cette année est actuellement estimée à environ 1,15 degrés Celsius au-dessus de la moyenne pré-industrielle de 1850 et 1900. Et donc les principaux gaz à effet de serre, le dioxyde de carbone, le méthane et le protoxyde d'azote ont atteint des niveaux records en 2021 et les données des principales stations de surveillance montrent que les concentrations atmosphériques de ces trois gaz continuent d'augmenter en 2022. Dans l'actualité également, hier, après son lancement, fut le début des travaux de ce 2 jours avec une thématique qui s'inscrit dans l'ère du temps, la place de la littérature africaine à l'âge du digital. Autour de cette thématique, plusieurs intellectuels, auteurs de renom venus du monde entier pour ces 2 jours de réflexion. Les auteurs et experts sur la question ont croisé leurs réflexions pour échanger les points de vue sur cette question transversale, question épineuse qui a permis à cette pléiade d'intellectuels de nourrir des discussions avec une vision convergente vers une même direction, trouver les solutions adéquates pour que la littérature puisse faire peau neuve et se recycler dans cet âge numérique et digital et par-dessus tout le rôle de l'écrivain africain. Il également convient de souligner que la pandémie de la Covid-19 changeant les habitudes du consommateur africain, la création de nouveaux espaces numériques devenus de micro-utopies ont fait leurs apparitions. Et la ministre de la Culture et de la Jeunesse, Dr Hibo Moumina Assoué, a dans son intervention posé les jalons de ces discussions. Ces 2 jours de réflexion, a-t-elle déclaré, vont nous permettre d'ancrer le futur de la littérature africaine dans ce monde nouveau qu'est le digital. On écoute la ministre. Plaisir et un honneur de m'adresser à vous pour vous souhaiter chaleureusement la bienvenue à Djibouti, terre de rencontres et d'échanges, à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de l'écrivain africain, en présence d'IPAWA, cette association même qui l'a initiée. Soyez tous la bienvenue à cette session que nous démarrons maintenant, qui sera composée de messages de solidarité, de débats, de discussions autour de la question centrale qu'est la promotion du livre et de l'écriture. Grâce à cet événement qui rassemble plus d'une 50aine d'écrivains africains au même endroit, aujourd'hui, on peut le dire, Djibouti sera pendant 2 jours la capitale du livre du continent noir. Le thème retenu pour l'édition 2022 du 7 novembre,
par les initiateurs, en l'occurrence l'Association panafricaine des écrivains et littérature africaine dans la nouvelle normalité technologique et d'écriture créative. Un thème qui met au cœur de la culture et de l'humanité l'importance de la créativité littéraire. Car, comme le disait si bien Aimé Césaire, « Je définis la culture ainsi, disait-il, tout ce que les hommes ont imaginé pour façonner le monde et le rendre digne de l'homme. » C'est avec fierté et admiration que j'adresse mes plus vifs remerciements au président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, très attaché aux valeurs panafricaines et plus particulièrement à la culture, pour nous avoir fait l'honneur de sa présence et d'avoir parrainé cet événement, bien que son agenda soit très chargé. Une importante réunion s'est tenue hier au cabinet du ministre de l'économie et des finances, chargé de l'industrie, Ilyas Moussa Daoualé, avec une délégation ministérielle somalilandaise conduite par le ministre en charge de la planification économique, Ahmed Mohamed Bouhani. Cette délégation était composée du ministre en charge des transports, du directeur de l'agence somalilandaise chargé du développement des routes et du chargé du projet routier Le Hadda et Bourama. Et dans la partie djiboutienne, l'on pouvait compter le ministre de l'Intérieur, le ministre de l'Agriculture, le ministre des Infrastructures et des Transports, les responsables des différentes institutions en charge des douanes, du transport et de l'ADR, ainsi que le directeur général de la police nationale. En présence des experts de la Banque africaine de développement, les discussions ont porté sur les voies et moyens d'accélérer la construction de l'axe routier reliant Djibouti à Ouadjalé via Zeila et Borama, qui va démarrer courant début de l'année 2023 dans sa première phase jusqu'à Zeila. Il convient que cet axe routier sera financé dans le cadre de l'initiative Horn of Africa par la Banque africaine de développement. Ils ont convenu de mettre en place un comité mixte chargé du suivi des travaux de construction de cet important axe qui permettra de faciliter la circulation des biens et des personnes dans cette sous-région amenée à se développer avec des zones spéciales économiques transfrontalières. Et dans le cadre de la réforme de l'administration, le secrétaire général du ministère du Budget a tôt ce matin présidé une importante réunion, une réunion de haut niveau donc, qui a porté sur un état des lieux du système d'information de la chaîne de la dépense publique. L'objectif a été de dresser un tableau sur l'état actuel, mais aussi les orientations pour une synergie de la gestion des finances publiques. Et dans l'immédiat, cette réunion a rassemblé le haut du panier des différentes directions des ministères, diligentées avec l'Agence nationale du système d'information de l'État. Il convient de souligner que l'organisation de cette réunion s'inscrit dans le cadre de la réforme de l'administration. Le ministère de l'Énergie, chargé des ressources naturelles, a procédé hier au Palais du Peuple au lancement de la deuxième phase d'une série de formations axées sur la stratégie de politique de l'énergie nationale à long terme. Série de formations qui s'inscrivent dans le cadre du projet national J 2001 d'élaboration d'une planification stratégique de la politique énergétique nationale lancée officiellement au début de cette année par le ministère de l'Énergie avec le concours de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Il s'agit d'un atelier de formation de 2 semaines au cours duquel les agents du ministère vont bénéficier des savoir-faire d'un expert international de l'AIOA sur l'utilisation de l'outil et méthodologie de planification le plus connu sous l'acronyme anglais MAED. À travers cet important programme de renforcement des capacités, le ministère de l'Énergie compte mettre en œuvre des stratégies énergétiques nationales essentielles pour répondre aux besoins énergétiques des ménages djiboutiens et ce à long terme. Présidé par le secrétaire général du ministère djiboutien de l'énergie, chargé des ressources naturelles, la cérémonie de lancement du programme a réuni de nombreux participants issus des différentes institutions sous tutelle. En énergie du pays pour le futur. Donc la formation, c'est une formation pratique qui va consister à renforcer les capacités des experts nationaux à pouvoir eux-mêmes analyser l'évolution de la demande dans le pays. Donc l'évolution de la demande en fonction de l'évolution socio-économique attendue ou planifiée. Ils seront capables donc à la fin de la formation de calculer eux-mêmes l'énergie qui sera nécessaire pour atteindre les objectifs que le gouvernement se fixe.
Et le secrétaire général du ministère de l'Énergie a souligné l'importance de l'utilisation de l'outil MAED, revêt pour mener à bien la politique de la planification énergétique de notre pays. Invités, après le lancement officiel qui a eu lieu au début de l'année du projet JIP 2001, qui est relatif à l'élaboration d'une planification stratégique de la politique nationale énergétique sur les moyens et long terme. Donc nous voilà aujourd'hui encore réunis pour la deuxième formation d'une série de formations qui aura lieu dans le cadre de ces projets-là. Donc cette formation concerne l'outil méthodologique de la planification. Cet outil donc qui est le MAED, modèle analyse de la demande énergétique. Donc la modélisation assistée par ordinateur est donc au cœur de l'approche de l'AIEA en matière d'analyse et de planification des systèmes énergétiques. Les statistiques économiques et énergétiques nationales alimentent les modèles pour refléter les systèmes énergétiques actuels. Donc c'est le travail que vous allez mener de collecte de tout ce qui est statistique énergétique dans les pays. Toujours en nouvelle nationale, le ministère de la Femme et de la Famille, en collaboration avec le Sheraton Hotel, à travers le projet FEMFI, financé par l'Union européenne et de l'appui technique du PNUD, a organisé une cérémonie de remise de certificats à 30 jeunes femmes djiboutiennes pour avoir participé à la formation en housekeeping prodiguée par l'hôtel Sheraton dans le cadre du projet d'appui à l'autonomisation de la femme et à la protection des droits des femmes et des jeunes filles. Cette cérémonie a vu la participation du conseil technique de la ministre de la Femme et de la Famille, Mohamed Ismail, du directeur de la formation du Sheraton Hotel, de la chef de coopération de la délégation de l'Union européenne, la représentante du PNUD, de la directrice du CASAF et des responsables du ministère de la Femme. C'est dans ce cadre qu'a eu lieu la formation en housekeeping, dont le but a été de former entre juillet et octobre 30 jeunes femmes djiboutiennes dans les domaines de la blanchisserie et de l'entretien des chambres. Pour ce faire, le Sheraton Hotel, le Djibouti en tant que partenaire, a pris en charge les aspects aussi bien pratiques que théoriques de la formation. La formation en housekeeping se veut complémentaire aux enseignements reçus dans le cadre de CASAF, donc afin de renforcer les compétences de ces jeunes femmes et de les rendre rapidement employables. Des Sheraton Djibouti Hotel durant 3 mois. C'est un programme vraiment qui était très riche en formation. Les 30 filles qui ont eu cette chance d'avoir été parmi nous, d'être formées dans notre hôtel, ont eu la chance aussi d'être les premières filles du CASAF à être formées dans le domaine des housekeeping. Cette formation est réalisée dans le cadre de notre projet Appui à l'autonomisation de la femme et à la protection des droits des femmes et des filles, FEMFI. Ce projet s'inscrit dans le cadre plus général de la vision Djibouti 2035 de Monsieur le Président, le plan national de développement 2020-2024, ICI, et la politique nationale genre, sur la base desquelles les autorités djiboutiennes identifient comme priorité l'appui à la formation des jeunes, mais surtout des jeunes femmes, pour qu'elles puissent mieux participer au développement de Djibouti et contribuer à sa croissance. Écoutons également l'intervention du conseiller technique de la ministre de la Femme et de la Famille. Aujourd'hui, permet de concrétiser et d'instituer dans le temps le partenariat dans les différents domaines de l'hôtellerie, du tourisme et de l'artisanat concernant l'autonomisation des jeunes filles déscolarisées, telles que le renforcement des capacités des jeunes filles dans les domaines de la cuisine, de la gastronomie, de la sculpting, du numérique. Ainsi, cette formation professionnelle de housekeeping des 30 jeunes filles du CASAF résulte de la convention entre le centre CASAF, du ministère de la Femme et de la Famille et du Sheraton Hotel à travers le projet FEMFI qui a été financé par l'Union européenne, je dis bien par l'Union européenne, et de l'appui technique du PNUD. Cette formation résulte, qui a duré 3 mois au sein du Sheraton Hotel. Ce projet FEMFI a un objectif, c'est
L'objectif étant d'identifier les besoins en formation professionnelle répondant aux attentes des jeunes filles vulnérables et du marché du travail. On s'est donné un objectif, l'objectif étant de former 180 jeunes filles durant l'année. Ce n'est que le premier pas. Nous allons constituer, en tout cas, nous y atteindrons ensemble, je l'espère, pour le Sheraton Hotel, mais également pour le représentant des différents hôtels de la place qui sont présents aujourd'hui. Je vous remercie de votre présence. C'était de votre part un gros travail et on vous remercie. La direction de l'école de Douda a organisé ce week-end une journée de rencontre entre parents et professeurs et à cette occasion, la remise des cadeaux aux meilleurs élèves de l'année dernière de classe de première année jusqu'à la troisième année. La cérémonie riche d'émotions s'est déroulée au sein de l'école de Douda en présence du directeur de l'école, des enseignants, des parents d'élèves ainsi que des meilleurs élèves de l'année dernière qui ont pris part à cette cérémonie. Et c'est dans une ambiance festive et chaleureuse que la journée s'est réalisée. Le programme consistait à encourager et motiver les élèves à travailler davantage à l'école. Il s'agit d'un des projets de l'établissement scolaire qui s'inscrit dans le programme d'amélioration de la qualité de l'enseignement-apprentissage élaboré par le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud. Notons qu'enfin, la cérémonie de remise s'est clôturée par la remise des cadeaux aux meilleurs élèves, composés donc de sacs, de fournitures scolaires, de vélos ou encore de montres. Le directeur de l'école de Douda n'a pas manqué de remercier en premier lieu le directeur général de la police nationale et qui a été le parrain de cette journée réussie avec émotion, et ensuite ceux qui ont contribué avec dévouement. Meilleurs élèves des promotions de l'année dernière. Donc on leur a donné les cadeaux aujourd'hui et c'était un plaisir d'avoir participé à cette journée. Donc elle a été faite pour déjà donner des cadeaux aux meilleurs, pour les féliciter et pour encourager les autres élèves donc à aussi travailler, à fournir plus d'efforts pour qu'eux aussi, l'année prochaine, ils bénéficient de ces cadeaux-là. Une conférence sur l'importance du diagnostic sensoriel et senso-motrice dans la prise en charge des troubles neurodéveloppementaux s'est clôturée donc ce matin à l'Institut supérieur des sciences de la santé de Djibouti, organisé par l'association Sunat al-Hayat en collaboration avec la CNSS, la NPH et l'ambassade de France à Djibouti. Cette conférence avait pour but de bien comprendre les difficultés des personnes atteintes de troubles neurodéveloppementaux, et les difficultés d'intégration sensorielle peuvent avoir des impacts dans plusieurs sphères de la vie de ces personnes atteintes de cette maladie. Elles peuvent notamment affecter leur comportement, leurs relations et leur interaction avec les autres, leur capacité d'apprentissage, leur autonomie ainsi que les activités de loisirs. Cette conférence a réuni sur place des médecins, des parents et d'autres personnalités appartenant au corps médical, et cette conférence a été animée par le docteur Olivier Gorgy, docteur en neurosciences. L'objectif principal, c'était d'informer sur des problématiques qui permettront aux acteurs sur place de faire face beaucoup plus spécifiquement aux besoins des enfants à besoins spécifiques, dont font partie les enfants autistes, dont font partie les enfants dyspraxiques, etc., et à mieux discerner les problématiques de développement qui touchent ces enfants. Alors, ça a été divisé, la mission a été divisée en plusieurs modules ou en plusieurs parties. Donc d'abord une partie communication, bien sûr, avec les acteurs. Ensuite, une partie formation qui était très importante pour former à la fois les parents, former à la fois les accompagnants et former à la fois les médecins et personnes donc, du sanitaire sur place. Et puis il y avait une partie aussi de rencontrer les parents dans le cadre de bilans spécifiques, de bilans sensoriels et sensorimoteurs, pour leur permettre en fait de mieux comprendre le comportement de leur enfant et de faire face aussi à leurs problématiques de développement et à leurs problématiques d'apprentissage. Et je voulais remercier tous les partenaires qui nous ont aidés à organiser cette mission avec Dr Gorgy, la CNSS, la NPH, le projet PISCA à travers l'ambassade de France, ISSS, l'Institut français, il y a beaucoup de partenaires, et ACS, OCAR, Chambre de commerce. Donc c'était une réussite et on continue.
Sur instruction du procureur général de la République, Djamar Suleiman Ali, les gendarmes de la section de recherche et de documentation ont prêté hier main forte aux autorités judiciaires dans le cadre d'une opération de destruction des saisies. C'est sous escorte des gendarmes qu'un convoi transportant des objets saisis dans le cadre des enquêtes menées par les OPJ a été conduit à la décharge publique de Chebelle en vue de procéder à la destruction menée sous la supervision du substitut du procureur de la République, Addaou Mohamed Mahmoud. Les gendarmes de la section recherche et développement ont procédé à la destruction par le feu des objets saisis composés d'une quantité importante de produits stupéfiants, de boissons alcoolisées, de produits de dépigmentation, une quantité importante de cigarettes de marques différentes ainsi que du khat en poudre. Les précautions particulières ont été prises pour la destruction des produits stupéfiants et ceux de dépigmentation en raison des fumées toxiques que ceux-là peuvent dégager. Et le substitut du procureur de la République, Addaou Mohamed, a fourni quelques précisions en rapport avec cette opération. Le 6 novembre 2022, en général, nous avons procédé aujourd'hui à la destruction des saisies. D'habitude, chaque année, le parquet de la République a procédé aux destructions dans le cadre des affaires judiciaires. Sont composés en général des produits illicites, ce qui fait qu'on ne pourra pas les restituer, d'où la destruction des saisies. Nous remercions par conséquent le procureur général, la gendarmerie pour sa collaboration habituelle, ainsi que toute autre personne qu'on aurait oubliée. Et là, nous passons à l'actualité internationale. Un avion de ligne s'abîme dans le lac Victoria. Le bilan grimpe à 19 morts. Le bilan de l'accident d'un avion de ligne qui s'est abîmé hier dans le lac Victoria en Tanzanie s'élève désormais à 19 morts, a annoncé le Premier ministre Kassim Majaliwa après un précédent bilan de 3 morts parmi les 43 personnes à bord. Le vol intérieur PW 494 parti de Dar es Salaam devait atterrir à l'aéroport de la Bukoka dans le nord-ouest du pays. Le commandant de la police régionale, qui n'était pas en mesure d'expliquer l'accident, a indiqué qu'au moment de l'approche, il y avait des orages et beaucoup de pluie. La présidente Samia Suluhu Hassan a exprimé ses condoléances aux personnes touchées par l'accident. Gardons notre calme pendant que les opérations de sauvetage se poursuivent et prions afin que Dieu nous vienne en aide, a-t-elle déclaré. L'accident survient 5 ans après la mort de 11 personnes lorsqu'un avion appartenant à une société de safari s'était écrasé dans le nord de la Tanzanie. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre très aimable attention. Restez avec nous sur Télé Djibouti.